Bonjour à tous, bon matin et bienvenue à ce premier webinaire de Réseau Réussite Montréal de l'année 19-20. Vous étiez plus de 500 personnes inscrites à ce webinaire ce matin et là, les branchements continuent à augmenter. Là, nous sommes maintenant plus de 200 en ligne. Merci d'être si nombreux avec nous ce matin dans un contexte de travail qui est très chargé pour toutes et tous en cette période de pandémie. Au printemps dernier, Réseau Réussite Montréal avait déployé une série de webinaires pour aborder les différentes préoccupations soulevées par tous ces changements en lien avec la gestion de la COVID dans nos écoles et dans le parcours scolaire de nos jeunes. La réception de ces webinaires-là avait été très grande. Et donc, inspiré par les succès du printemps, nous avons décidé de poursuivre cet automne sur différents sujets. Au printemps, nous avions abordé les transitions scolaires, par exemple la santé mentale, le déterminant de l'usage du tabac, de l'alcool et des drogues. Tous ces webinaires-là sont disponibles sur le site Internet de Réseau Réussite Montréal. Aujourd'hui, on va débuter avec un webinaire sur l'hyperconnectivité. Nous pensions que c'était un enjeu qui est omniprésent avec nos jeunes de secondaire 3, 4 et 5 qui sont en mode hybride, mais aussi nos jeunes des cégeps et des universités qui ont pratiquement l'entièreté de leurs cours en ligne, mais aussi par l'isolement et le confinement. Bien souvent, on semble observer une augmentation de la consommation de l'écran. Mais est-ce de l'hyperconnectivité? Alors, on trouvait intéressant de s'y plonger et de mieux comprendre ce que c'était. Donc, il s'agit d'un premier webinaire, d'une nouvelle série que nous démarrons avec vous ce matin. Merci d'être présent et je cède maintenant l'animation à votre animatrice, Christine. Je cède maintenant la parole à votre animatrice, maintenant, Christine Demers. Bon webinaire. Merci beaucoup, André. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Webinaire sur l'hyperconnectivité chez les jeunes. On a un beau programme à vous proposer. Bienvenue et merci de vous être connectés encore une fois ce matin pour être avec nous. On le sait qu'on doit se connecter tous les jours quand même assez souvent, alors on est très content que vous soyez avec nous pour aujourd'hui. Je suis agente régionale et de développement pour Réseau Réussite Montréal. Donc, je vais faire l'animation du webinaire aujourd'hui. Le choix de ce thème-là sur l'hyperconnectivité, c'était un choix important. Je pense que vous avez répondu à un grand nombre. Là, votre intérêt était très grand pour la thématique. On l'a vraiment entendu beaucoup. Dans les concertations, je vous dirais, avec les partenaires, c'était un écho qu'on entendait beaucoup. Dans nos proches, je pense, dans nos familles, nous-mêmes, je pense qu'on se questionne un peu sur nos comportements au niveau de la connectivité. Alors, en fait, on passe beaucoup de temps devant les écrans. C'est un petit peu intense. Boulot, webinaire, je devrais peut-être appeler ma mère pour faire un petit Zoom, livre numérique, etc. Donc, on est pas mal beaucoup là-dedans avec le travail, des fois l'école à la maison, etc. Alors, ça devient un petit peu intense et on ne peut pas vraiment y échapper. On le sait, on est tous dans le même contexte. J'entends beaucoup des amis dire bon, ben j'ai lâché prise, là, le temps écran, puis les jeux vidéo de mon enfant, là, on n'a pas le choix. Bon, c'est sûr que le coloriage puis les jeux de cartes, à un moment donné, ça a ses limites. Alors, on essaie vraiment, je pense, de trouver toutes sortes d'alternatives pour passer le temps. On est pris tous dans le même espace. Des fois, il y a la famille qui est à la maison, qui rentre, qui sort. On travaille là. Il y a des gens qui sont à l'école, des fois à distance. Donc, tout se passe dans un espace très restreint avec beaucoup de connectivité. Donc, on avait plusieurs questions, préoccupations, puis je pense que tout le monde se sentait, beaucoup de gens en tout cas, se sentaient un peu comme ça. On avait envie d'être assurés un peu parce que c'est un contexte obligatoire, effectivement, d'être chacun chez soi, mais en même temps de soulever certains points de vigilance. Pour voir, est-ce que ça peut devenir problématique? Comment qu'on doit s'y prendre? C'est quoi qu'on doit être attentif? C'est pour vraiment faire attention à ce genre de situation-là. On a donc réuni des experts, on est très contents. Ils ont accepté de relever le défi pour venir faire une courte présentation. On veut vraiment être en interactivité avec vous, donc je vais vous expliquer tantôt, vous allez pouvoir poser des questions. Vous nous avez été nombreux à nous communiquer vos préoccupations aussi lors de votre inscription. Par rapport à la problématique. On va en traiter quand même plusieurs des aspects.
Quand est-ce que l'hyperconnectivité peut devenir problématique? On va le traiter aujourd'hui. C'est quoi des conseils qu'on peut avoir à offrir à des parents ou en tant qu'intervenants ou à des enseignants ou à des jeunes? Donc, différents types de conseils qu'on peut avoir à offrir à nos publics avec lesquels on travaille. Les effets, certains effets de l'hyperconnectivité vont être abordés. Des effets aussi sur la santé mentale et la persévérance scolaire. Il va y avoir certains aspects qui vont être parlés dans le cadre, qui vont être discutés dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. En 2021, on va aussi aborder par d'autres webinaires d'autres aspects, en fait, en lien avec vos préoccupations que vous nous avez mentionnées. Par exemple, l'enseignement à distance, la motivation, le dynamisme, certains trucs, mais certains enjeux aussi qu'on peut vivre quand on est enseignant à distance. On va l'aborder plus dans un autre webinaire en 2021. La motivation aussi, en lien avec le contexte actuel, l'école à distance, etc. Et puis, c'est ça, l'école à distance, puis aussi les effets sur les saines habitudes de vie. On va aborder ces aspects-là un petit peu plus dans d'autres webinaires en 2021. Alors, je vous invite à vous assurer d'être inscrit à notre infolette pour pouvoir être mis au courant de ces événements-là, des dates et recevoir les informations. Juste avant de commencer, on le sait que c'est un peu limité l'interaction avec vous. On ne vous voit pas, mais on a envie d'avoir une petite question de sondage pour vous. On aimerait savoir de votre côté, les filles, je vous invite à le diffuser. Mireille Aubin et Nancy Germain sont à la technique en ce moment. Vous pouvez diffuser le sondage. On aimerait savoir, alors je vous invite tout simplement à lire la question et à cocher une des réponses. Pensez à un jeune en particulier de votre entourage. Imaginez-vous quelqu'un qui a entre 11 et 20 ans. On aimerait ça savoir à quel point vous avez l'impression, quand vous pensez à cette personne-là spécifiquement, que son utilisation des écrans, que ce soit le cellulaire, l'ordinateur, la télévision ou d'autres appareils, vous avez l'impression que son utilisation est problématique en ce moment. Donc, vraiment juste pour avoir un petit son de cloche, donc pas du tout problématique, peu problématique, moyennement, fortement problématique, ou si jamais vous avez pas, ça ne vous vient pas à l'esprit, vous pouvez cocher la dernière réponse. Je n'ai pas de jeunes dans mon entourage dans cette tranche d'âge-là. Alors, n'hésitez pas à cocher une réponse, on va compiler ça, puis on va pouvoir vous diffuser les résultats. Donc, quand elles vont sentir, les deux partenaires, en fait, Mireille et Nancy, qu'il y a suffisamment de réponses, elles vont pouvoir diffuser les résultats en ligne pour qu'on puisse avoir un petit son de cloche de votre côté. Alors, voilà. Donc, les filles, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous êtes rendues à avoir suffisamment de résultats. Je vais poursuivre. Merci d'avoir répondu en grand nombre aussi. Comme je vous disais, Mireille et Nancy sont à la technique. On les remercie. On a aussi Technocom qui nous aide pour l'événement aujourd'hui. Donc, merci à toute l'équipe qui nous aide pour faire de cet événement une réussite. Je passe maintenant les deux conférenciers d'aujourd'hui. Donc, je vous présente les conférenciers rapidement. On va parler des petits aspects techniques. Ah, on a déjà les résultats. Alors, on a l'impression, OK, la plupart des gens, ce n'est pas problématique du tout. Quelques personnes, moyennement problématiques. Donc, la plupart des gens se situent là. Et certaines personnes fortement problématiques quand même. Il y a beaucoup d'inquiétudes, 38 %. C'est super intéressant. Merci d'avoir répondu en grand nombre quand même. Ça fait pas mal de participants. Merci. Excellent. Donc, je vous parle des conférenciers d'aujourd'hui, puis rapidement, des petits rappels techniques juste pour que vous puissiez être à l'aise avec le format d'aujourd'hui. Les conférenciers, on a Jean-François Biron, qui est agent de planification, de programmation et de recherche pour la Direction régionale de santé publique. On a également Julie Maillé, qui est coordonnatrice de la campagne sociétale Pause à Cap-Sana. Alors, on est très content de les avoir avec nous ce matin. Ils vont pouvoir faire des belles présentations tout à l'heure. Vous allez pouvoir interagir avec eux. Justement, au niveau de l'aspect technique, comme vous le savez, on n'est pas à notre premier webinaire, j'imagine. La plupart, vous en avez déjà assisté à plusieurs. En tant que participant, vous allez quand même, il va y avoir les présentations et des périodes de questions. Et à la fin, complètement, il va y avoir aussi un panel pendant lequel vous allez pouvoir poser d'autres questions. On vous invite, étant donné qu'on est très nombreux, à ne pas utiliser la commande « lever la main ». Ça va être difficile pour nous de la considérer dans le cadre du format qu'on a aujourd'hui. Par contre, vous pouvez utiliser la commande Q et R. Quand vous bougez votre souris, au bas, au centre, dans les commandes, vous avez Q et R et on vous invite à l'utiliser pour poser vos questions. Voilà. Donc, on a Ginette Vézina, ma collègue, et Mireille qui vont s'occuper de rapporter vos questions et commentaires aux conférenciers. On vous invite à vérifier pour être sûr que votre question n'a pas déjà été posée. Alors, merci de faire une petite vérification juste avant. Ça va nous aider à gérer le flow pour aller être efficace dans l'animation et pouvoir couvrir un maximum de questions. C'est important que vous sachiez que tout ce que vous allez écrire, autant dans la discussion que dans Q et R, va être public.
Alors, voilà, c'est important de le savoir. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Il va être disponible en rediffusion et les présentations PowerPoint que vous allez voir vont être aussi disponibles dans le dossier en ligne sur le site web et on va vous envoyer un lien par courriel avec tout le dossier là, du webinaire pour que vous puissiez le consulter de nouveau au besoin. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer dès maintenant à notre premier conférencier, Jean-François Biron. Jean-François Biron, de la Direction régionale de santé publique, mène des travaux de recherche et de transfert de connaissances à la DRSP depuis 2005. Il est aussi coordonnateur d'une communauté de pratique en prévention des dépendances et son expertise sur les problématiques de jeux de hasard et d'argent et de l'hyperconnectivité sont reconnues tant au Québec qu'à l'étranger. Jean-François agit régulièrement à titre de porte-parole pour les instances de santé publique et compte plusieurs publications qui alimentent les débats publics et les enjeux de santé. Jean-François, bienvenue. Merci d'être avec nous. La parole est à toi. Oui, bonjour, merci Christine. Bonjour tout le monde. Écoutez, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais procéder assez rapidement. Je vais commencer par faire le petit partage d'écran. Voilà. Et voilà. Donc, on a ici ma présentation. Bon, alors, je vous souhaite un bon matin. Comme il n'y a pas énormément de temps, j'ai décidé de focuser sur 3 grands points. Ça va être quand même une présentation assez générale de la problématique. Et je ramènerai, dans le fond, il y a 3 grands points que j'aimerais que les gens retiennent de cette présentation-là. Donc, je les nommerai un petit peu plus tard. Donc, voilà les écrans. On commence ici. Ah, OK, on y va. Donc, les écrans en 15 minutes, c'est un petit sprint. La première partie, on va regarder dans le fond qu'est-ce qui influence les comportements liés aux écrans, parce que c'est important même si on est souvent dans le concret, on va avoir des pistes et tout ça, c'est quand même assez important de réfléchir à qu'est-ce qui fait dans le fond que les gens en arrivent à se comporter d'une façon particulière. Comment ça se fait que dans le fond que les jeunes, et selon l'âge, nos habitudes avec les écrans changent et changent aussi à travers le temps. Donc, on va regarder ça. Et puis, ça va nous permettre aussi de peut-être réfléchir aux effets potentiels du contexte de la pandémie. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication? Dans un deuxième temps, bien évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, c'est la question à plus d'1 million de dollars, c'est la question quand est-ce que c'est trop? Donc, on va aborder ça. Et à la fin, bien, il y aura quelques outils un peu plus concrets ou quelques pistes là, pour sensibiliser un petit peu, là, parce que c'est souvent il y a souvent une conscientisation qui est à faire sur l'utilisation des écrans. Puis aussi un petit peu sur le dépistage. Je ne pourrais pas approfondir trop longtemps là-dessus, mais c'est en gros ce qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Donc, commençons. Qu'est-ce qui influence les comportements liés aux TIC? Les TIC, c'est les technologies de l'information et des communications. Donc, quand je référerai aux TIC, plus tard, ce sera vraiment à ça qu'on parle. Donc, les écrans, ça fait partie des technologies de l'information et des communications. Donc, ici, on parle un peu de la même chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le modèle construction sociale des usages qui est tiré un peu de la sociologie. Et dans le fond, ça amène un regard un peu systémique de la façon dont se construisent finalement les différentes utilisations. Donc, on a 3 grands, dans le fond, déterminants. On a des caractéristiques qui sont liées à l'individu. On a des caractéristiques qui sont liées plutôt à l'environnement, autant l'environnement psychosocial que l'environnement construit. Dans ce cas-là, on peut parler de bande passante ou technique, finalement. Donc, on a l'individu, on a l'environnement et on a, dans le fond, quand on regarde dans le bas de l'écran, ici, là, on a vraiment comme le volet un petit peu les caractéristiques techniques. En résumé, ce que ça veut dire, c'est que, dépendamment de l'âge, bon, dans les traits de personnalité, aussi l'héritage génétique, les connaissances, les croyances qu'on a finalement intériorisées, on va avoir certaines attitudes face aux technologies de l'information et des communications. Il y a aussi toutes les attentes liées aux rôles sociaux. Ça, c'est dans l'ensemble des comportements. On se comporte en enfant, on se comporte en parent. Donc, il y a toute une construction, dans le fond, là, qui viennent un peu structurer la façon dont on se comporte. Puis, c'est vraiment intériorisé. On n'est pas toujours en train de réfléchir à ces influences-là.
Évidemment, les individus ne sont pas des îles, ils sont en interaction aussi avec des gens. Donc, on a une première base qui est vraiment la famille, mais évidemment, quand on parle des adolescents, on sait qu'à l'adolescence, on prend de l'autonomie, hein, on est justement en train de tester comment la personnalité est en pleine construction. Donc, évidemment, là, on est en train d'un peu de migrer vers où on va être. On est en période de transition. Et à ce moment-là, le réseau des pairs, la façon dont nos collègues, nos amis se comportent, devient une autre source d'influence. Donc, il y a tout ça là, dans la façon dont on va construire notre utilisation. Puis évidemment, il ne faut pas passer sous silence tout le marketing, la façon dont l'industrie, finalement, les gens qui construisent soit les équipements ou qui construisent les plateformes Internet où que les gens vont utiliser, mais ils vont tenter d'influencer aussi avec des techniques de marketing. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que certains individus développent un comportement. Et évidemment, un exemple que je reprends souvent, c'est que même si on joue à des jeux vidéo qui demandent beaucoup d'équipements, si on est dans un endroit où il n'y a pas de bande passante puis on n'a pas accès à cet équipement-là, ce ne sera pas possible. Donc, il y a vraiment aussi l'offre, les contenus qui sont offerts et aussi les caractéristiques techniques. Donc, c'est un modèle qui est intéressant à retenir et à réfléchir. Et c'est pour ça que des fois, dans une période de 5 à 10 ans, ce qui change, en fait, c'est les équipements deviennent plus ergonomiques, plus faciles d'utilisation, plus accessibles. Et évidemment, ça va influencer la façon dont les gens vont se comporter et la façon dont ils vont se construire leur propre comportement et les fractures d'utilisation avec les générations et les incompréhensions qui peuvent en sortir. Voilà. Je trouvais que c'était assez important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les usages là, des technologies de l'information, les TIC, sont multiples, ils sont influencés par les contextes sociaux. Ils sont d'ordre fonctionnel, ils sont d'ordre professionnel, éducatif et ludique. Donc, il y a vraiment de nombreuses utilisations qui sont possibles. Et la notion d'une utilisation adéquate est assez relative. Quand on est un journaliste, qu'on est toujours sur son écran, qu'on est toujours en interaction, ce n'est pas nécessairement le même type d'utilisation qu'on va juger adéquate que pour un jeune à qui on doit mettre des limites, ou à une personne âgée qui, elle, trouve que c'est impoli d'utiliser, par exemple, son téléphone cellulaire à table ou des trucs comme ça. Il y a toutes sortes de normes qui varient d'un groupe à l'autre. Et donc, évidemment, ça amène aussi l'idée en temps de confinement, il y a ce contexte-là auquel on est confronté, où il y a moins d'alternatives pour faire des choses qui sont différentes que d'être sur notre écran, alors qu'on peut moins sortir, faire moins d'activités. Et donc, il faut tenir compte finalement de ce contexte-là dans notre lecture de la situation. Puis évidemment, je vous donne des chiffres. Là, en temps de confinement, clairement, en ce moment, il y a une augmentation. Là, tout le monde s'en doute, mais elle commence à être documentée. Donc, évidemment, là, chez les 15-24 ans, par exemple, là, il y a près de 60 là, des jeunes qui ont augmenté leurs dépenses là, pour soit de l'équipement, des services qui sont en lien avec les écrans, les TIC. Près de 70 qui ont augmenté le visionnement et près de 60 qui ont augmenté l'utilisation des médias sociaux. On s'en doutait. Mais il faut comprendre qu'il y a moins d'alternatives et qu'avoir des liens sociaux, des interactions, c'est fondamental pour l'être humain. Et en ce moment, c'est très difficile avec les consignes et la distanciation qui est demandée. Donc, évidemment, ça devra être pris en compte là, dans notre lecture de la situation. Évidemment, la question qui tue et pour laquelle on n'a pas de réponse précise, mais on a quelques paramètres. Quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce que c'est trop? Bien, évidemment, il n'y a pas une réponse claire à ça. Il y a quelques pistes. Et évidemment, il va falloir tenir compte de le type de travail qu'on fait, le type d'utilisation qu'on fait. Ce n'est pas les mêmes implications pour tout. Donc, évidemment, là, ici, je vais amener quelques pistes, mais il faut toujours regarder que ce n'est pas une situation où il y a une mesure qui fit pour tout le monde. Évidemment, ça dépend de différents éléments. Donc, voilà. Quand est-ce que c'est trop? Eh bien, dans le fond, quand on regarde à l'échelle des populations, il y a un fardeau sérieux là, qui est lié à l'état de santé lorsque le temps écran est intensif. C'est-à-dire qu'on peut en faire des écrans, puis là, on va parler même du temps d'écran hors travail, là, hors d'éducation.
il y a moyen d'en faire. Il est hors de question de démoniser les écrans. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent le faire, puis ça peut contribuer, dans le fond, au bien-être des individus là, quand c'est dosé. Mais effectivement, à un certain seuil, il y a vraiment une dégradation de l'état de santé. Il y a plusieurs études qui le montrent, mais nous, on en a fait une que je vais vous partager tout à l'heure, les informations de ce qu'on a comme information. Mais effectivement, quand le temps écran est intensif, évidemment avec toutes les nuances, parce que le temps écran est un indicateur qui a des limites, parce qu'il ne tient pas compte de la spécificité des usages qui n'ont pas les mêmes impacts. Là. Quand on parle de médias sociaux, jeux vidéo, versus faire du visionnement, c'est du loisir, mais ce n'est pas exactement les mêmes implications. Et évidemment, on doit tenir compte aussi des ressources disponibles des individus. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est combien j'en ai, moi, de temps disponible. La fin de semaine, quand je suis en vacances, est-ce que ça empiète sur d'autres choses? Est-ce que je suis une mère monoparentale qui doit m'occuper de mes enfants? Et là, le temps que j'ai disponible est plus limité qu'un étudiant en vacances. Donc, bref, c'est des exemples extrêmes, mais ils sont importants. Puis évidemment, quand on parle de ressources, on parle aussi de si on doit faire des travaux importants pour le travail ou pour l'école, bien évidemment, si on met beaucoup d'énergie sur des jeux vidéo et tout ça, bien, cette énergie-là, elle n'est plus, notre capacité de concentration n'est plus nécessairement aussi bonne. Donc, les ressources, ce n'est pas juste temporel, c'est aussi de l'argent et c'est aussi des ressources cognitives. Donc, voilà. Je vous donne quelques exemples. Évidemment, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus. On a fait une publication qui est disponible, donc les écrans et la santé de la population à Montréal. Si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber là-dessus et le rapport va plus en profondeur. Mais quand même, on voit quand même que les jeunes qui, ici, c'est une étude qu'on a faite, c'est l'étude Topo, et on a mesuré dans le fond le temps écran de loisir de différents niveaux. Donc, les gens qui faisaient moins de 2 heures, qui est la recommandation de temps d'écran de loisir, ceux qui faisaient 2 à 4 et ceux qui faisaient plus de 4 heures par jour. Et ça représentait quand même 20 des élèves de 6e année. C'était quand même assez important. Mais dans le fond, si on compare ceux qui font plus de 4 heures avec ceux qui respectent les consignes, on regarde que pour le sommeil, là, avoir un nombre d'heures suffisante de sommeil, il y a une grosse différence. C'est vraiment le double. C'est 41 de ceux qui font plus de 4 heures qui n'ont pas le sommeil suffisant. Pour le fait d'avoir une mauvaise santé générale, la perception d'avoir une mauvaise santé, disons que c'est 3 fois plus élevé dans le groupe qui font plus de 4 heures. L'insatisfaction dans sa vie, c'est l'ordre du double entre les deux groupes. Donc, c'est quand même pour l'estime de soi, on voit aussi qu'il y a des différences importantes. En santé publique, là, je vous le dis, ceux qui ont besoin de se le faire dire, c'est des différences qui sont très, très importantes. C'est beaucoup de monde à l'échelle des populations. Donc, on voit quand même qu'un fardeau qui est associé à un temps écran, c'est pas, évidemment, on n'est pas dans la causalité, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui pointent dans la même direction. Donc, si on prend d'autres indicateurs intéressants, bien, on voit que pour le risque de décrochage élevé, là, dans le bas, bien, il est de l'ordre de, il y a 8,5 des utilisateurs intensifs, finalement, qui ont un risque de décrochage élevé versus 3,5 dans ceux qui respectent la norme. C'est encore assez important. Puis même chose pour les compétences. Là, on voit que ceux qui font moins de 2 heures, leurs compétences sont nettement meilleures. Donc, je vous invite peut-être à regarder ces résultats-là, peut-être dans le rapport, mais on voit qu'il y a des différences assez importantes, tant sur les ressources personnelles et sociales, l'état de santé. C'est ça. Et on avait aussi des statistiques chez les adultes. Ça va exactement dans le même sens, sur nos banques de données pour les Montréalais. Donc, les adultes qui utilisaient de façon intensive les écrans, mais regardez, là, au niveau de la santé mentale, là, ça se voit qu'il y a quand même des grosses associations entre pour les gens qui font de l'utilisation intensive. Ici, on prenait 4 heures et plus. Donc voilà, ici, là, pour la santé générale, c'est plus du double quand on compare les intensifs versus ceux qui font moins de 2 heures. Même chose pour la détresse psychologique, c'est assez important comme différence. Donc, on va arrêter ça ici, mais je pense que le point est fait qu'il y a quand même un fardeau qui est associé au temps écran quand il devient intensif. Mais ceci dit, quand il n'est pas quand il est, disons, raisonnable, ben, il n'y a pas vraiment d'impact. En tout cas, ça ne paraît pas encore. Donc, voilà.
là, évidemment, on est dans quand est-ce que c'est trop. Une chose qui serait intéressante à retenir, c'est on est un peu mélangé là, dans les concepts. Donc, évidemment, quand on parle d'hyperconnectivité, nous, la perspective qu'on en a, c'est que l'hyperconnectivité, c'est un peu un contexte social, c'est-à-dire que c'est l'intégration des technologies de l'information dans les fonctions quotidiennes des organisations et dans les habitudes de vie. Donc, c'est une perspective qui regarde plutôt la place des écrans dans nos vies. Et on vit dans une société qui est hyper connectée parce que si on veut s'inscrire à des cours, si on veut faire nos transactions bancaires, même pour le travail, tout ça, on a plus ou moins le choix maintenant là, pour fonctionner en société d'avoir recours aux écrans. Donc, on parle d'une société hyperconnectivité. Donc, il y a un volet technique. Donc, l'hyperconnectivité, donc la dimension technique, c'est d'être vraiment capable, dans le fond, que l'information circule rapidement entre les différentes plateformes. Ça, sinon, c'est impossible d'avoir de l'hyperconnectivité. Sur le plan social, bien évidemment, ça donne lieu à l'émergence de multiples usages qui peuvent contribuer au développement et à la qualité de vie ou être associés à des problèmes. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une perspective là, des technologies d'information dans les habitudes de vie. Et ce n'est pas nécessairement mauvais, mais évidemment, ça peut le devenir. Voilà, bien ça, je n'irai pas plus loin, c'était juste pour faire ça fait le lien avec le premier modèle où on voit que les enjeux changent avec le stade de développement de l'individu et de la façon dont les usages sont construits. Donc, quand on est un bébé, bien évidemment, il y a tout le développement moteur, cognitif, socio-affectif qui est plus sollicité là, comme enjeu de santé par rapport aux écrans. Et en vieillissant, en évoluant, ça change pour, évidemment, quand on est adulte, c'est la santé mentale, le sommeil, tout ça. Donc, voilà. La cyberdépendance, quand on parle de cyberdépendance, c'est un problème. On parle d'une dépendance, donc c'est lié au concept de dépendance clinique qui est basé sur la présence de symptômes comportementaux. Donc, évidemment, on va parler de manque, donc un sevrage, finalement, là, on est vraiment en manque. Modification de l'humeur, aussi, on est incapable d'arrêter. Donc, on est vraiment dans un concept de dépendance. Généralement, on va parler plutôt d'utilisation problématique d'Internet. Le côté cyberdépendance, finalement, c'est beaucoup utilisé dans l'espace public, mais ce n'est peut-être pas la façon dont on aimerait le mentionner. Là. Et on doit dire ici qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la cyberdépendance comme problème de santé, mais il y a des avancées parce que maintenant, on reconnaît le trouble de jeux vidéo comme un problème. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît qu'il y a un problème là, un problème médical, mais c'est lié aux jeux vidéo. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre, il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle où on se parle. Voilà. Donc, évidemment, selon l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle du trouble de jeux vidéo, on parle évidemment de perte de contrôle. C'est un petit peu les symptômes comportementaux auxquels je référais. Et évidemment, ça vient avec des problèmes importants. Là. On n'est pas dans le chocolat. Il faut que la personne ait des problèmes, disons, importants dans sa vie. Et c'est la différence entre l'hyperconnectivité, finalement, et la cyberdépendance. Il y en a un qui est comme un regard large, avec des possibles problèmes, puis l'autre qui est réellement un problème. Donc, voilà. En terminant, dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour amener une sensibilisation ou dépister, sensibiliser? Si on est en prévention, moi, c'est un modèle qui est intéressant, un modèle dynamique, là, des impacts préjudiciables liés au TIC. On peut amener les gens à se questionner sur leur propre utilisation, sur les ressources qu'ils ont disponibles. Donc, la personne, elle peut sans stigmatiser, finalement, se poser des propres questions et regarder quels impacts ça peut avoir. Évidemment, si on a assez de ressources, on a assez de temps, ça s'inscrit, on est super connecté, on fait les choses, bon, j'en viens ça, il n'y a pas d'impact, on est capable de faire autre chose, bien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un modèle qui est intéressant et qui n'est pas stigmatisant et qui peut être adapté pour ça qu'il est dynamique, c'est qu'il peut changer dans le temps selon nos utilisations et il n'est pas stigmatisant. Donc, c'est intéressant. En prévention, je le recommande et il est déjà utilisé. Et sinon, bien évidemment, si on pense que quelqu'un a un problème, on peut ouvrir le dialogue de façon assez soft. Donc, je propose juste avec des questions, là, si jamais vous voulez ouvrir le dialogue, parce qu'il ne faut pas aller trop vite vers un diagnostic. Peut-être que des fois, conscientiser la personne, ça peut aider, mais évidemment, on peut poser quelques questions. Et évidemment,
Là, je ne les nommerai pas nécessairement, là, mais bon, vous pouvez les regarder ici. Là. Et enfin, il existe un outil qui s'appelle le débat Internet. Donc, ça, vous pouvez taper ça dans Google, vous allez le trouver, qui est un outil qui permet évidemment, là, qui est sorti, ça ne fait pas tellement longtemps, et qui permet de regarder s'il y a un réel problème. Et il n'y a pas besoin de formation, il est fait pour être administré, mais évidemment, on est dans une démarche formelle quand on est là-dessus. Donc, je vous dirais d'être certain d'avoir, disons, une bonne insight, une bonne intuition qu'il y a réellement un problème avant de le faire, parce que la personne va savoir qu'on est en train de regarder si elle a un problème. Je dirais plutôt de façon soft avant, mais c'est un outil que je vous suggère. Donc, voilà. En terminant, ben, en fait, dans le contexte actuel, on peut prendre en compte le contexte qu'on est en confinement avant de porter un jugement puis réfléchir. On peut aussi prendre en compte le type d'usage. Les jeux vidéo, ce n'est pas la même chose que les médias sociaux. Il y a vraiment comme des nuances à regarder, là. Et évidemment, toute l'idée de la fracture numérique, le fait que moi, mon utilisation n'est pas comme celle d'un autre. Et il faut avoir une ouverture par rapport à ce qui est adéquat ou pas selon les différents individus. Puis évidemment, il faut réfléchir à mettre en place totalement un cadre ou des règles qui vont favoriser une bonne utilisation parce qu'évidemment, c'est rendu incontournable. Donc, évidemment, j'aurais aimé ça aller approfondir. J'ai vraiment sprinté. Mais voilà, j'espère que cette présentation-là vous a quand même aidé un petit peu là, à réfléchir à la question. Voilà. Donc, je vais arrêter et céder la parole à Mme Demers, à Christine. Merci Jean-François. C'est une présentation super intéressante. Je pense que ça nous éclaire sur plusieurs aspects. Reste avec moi. On va regarder, voir si on a des questions. J'invite tous les spectateurs participants à ne pas se gêner à utiliser la commande Q et R dans le bas de votre écran. Si vous avez des questions en lien avec la présentation de Jean-François, on veut vraiment être en lien avec vos préoccupations le plus possible. Alors, peut-être qu'on peut vérifier déjà avec Ginette et Mireille si vous avez entendu, vous avez vu des questions. Peut-être juste pendant que vous faites un petit ménage, je vais juste préciser, on avait certaines questions que j'ai pu voir dans les discussions. Oui, le webinaire est enregistré, il va être disponible en rediffusion. Les présentations PowerPoint vont être disponibles aussi sur le site web de réseau-réussite-montréal.ca. On va aussi vous envoyer un courriel à tous les participants qui étaient inscrits au webinaire d'aujourd'hui avec tout le dossier là, sur l'information de la rencontre d'aujourd'hui. On avait aussi une autre petite question, bon, je peux bien le nommer, au sondage. On a eu 275 personnes qui ont répondu et je pense que la moyenne là, de la réponse à notre petit sondage, c'était que la plupart des gens qui pensaient à une personne avaient l'impression que c'était moyennement problématique, la consommation, l'utilisation plutôt des écrans d'un jeune auquel il pensait actuellement. Très intéressant comme sondage. Merci d'avoir répondu en grand nombre. Je reviens à toi, Jean-François, de ton côté. Ginette et Mireille, est-ce que vous avez des questions au niveau des participants? Oui, j'ai quelques questions. Il y a des gens qui disaient que c'était dommage que ça soit si court. Donc, merci beaucoup, Jean-François. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Une question, tu as répondu en début de rencontre, mais peut-être le préciser. C'est Noémie Roche qui demandait à partir de combien de temps le temps écran est-il considéré comme intensif? Je pense que ton grand tableau là, sur les indicateurs de santé a fait réagir, mais je ne sais pas si tu as un barème à donner pour Noémie. Bien, en fait, il y a des recommandations là, qui pourront être nommées plus tard, mais évidemment, ça dépend, ça dépend des points de vue. Il n'y a pas de normes, à part les recommandations. Là. Dans le fond, il y a des recommandations qui disent, ben, écoutez, bon, pour les enfants, là, tout ça, ils seront nommés plus tard. Je pense que Julie pourra répondre. Mais c'est clair que nous, ce qu'on a vu comme différence, c'est que à l'intérieur de 2 heures, là, autant chez les adultes que chez les plus jeunes. Je pense que c'est la même chose chez les adolescents. Là, bon, on pourra préciser plus tard, mais quand on est à l'intérieur de 2 heures, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Après ça, on a fait 2 à 4, mais évidemment, on voyait, nous, que ça montait à partir de 2. Il commence à avoir quelque chose à partir de 2, mais de là à dire que c'est problématique, là, c'est difficile. Donc, moi, ce qu'on a vu, nous, c'est que clairement, à partir de 4 heures, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un fardeau qui se passe. Mais évidemment, encore une fois, il faut comprendre que le temps écran, malheureusement, même s'il est intéressant comme indicateur, ben, ça dépend de ce que tu fais, puis ça dépend du temps qui est disponible. Mais nous, dans le cadre des travaux qu'on a fait, c'est que 4 heures et plus dans le cadre des loisirs, donc en dehors du travail et en dehors du scolaire, pour nous, ça nous apparaissait une utilisation intensive.
Super, merci beaucoup. Une question aussi qui est arrivée tout de suite après le grand tableau sur la santé de Alain-Antoine Courchaine et d'autres personnes ont fait du pouce là-dessus, c'est quelle est non, je me trompe. Donc, les statistiques présentées font état de corrélation. Sait-on en fait ce qui cause quoi, là, tu sais, l'œuf ou la poule? C'est-à-dire, autrement dit, c'est parce que je suis en santé que j'utilise moins mon écran ou c'est parce que j'utilise moins mon écran que je suis en santé? Donc, peut-être juste donner une piste. Oui, en fait, c'est là où ça devient important de considérer le type d'utilisation. C'est pour ça que je vous dis que le temps écran est intéressant, mais que c'est un indicateur qui a certaines limites. C'est clair que les associations sont fortes. OK? Et vraiment, c'est pas des petites associations. Là. Des fois, dans les études, on voit des choses beaucoup plus petites que ça. Donc, et c'est un nombre important d'indicateurs. Juste pour préciser aux participants, ils pourront consulter le rapport, mais on n'est pas dans un lien de causalité, ça c'est assez clair. Ceci dit, les variables, il y a eu un contrôle qui a été fait sur les variables, c'est-à-dire que quand on stratifiait, je ne vais pas aller trop dans les détails techniques, mais quand on regardait, on prenait un sous-groupe, c'est-à-dire 18-24 ans dans notre utilisation d'adultes, ou quand on regardait selon le sexe ou selon différents indicateurs, selon différents paramètres. Donc, il y a eu un contrôle qui a été fait pour montrer que les associations se maintenaient, peu importe ce qu'on entrait comme autre variable. Donc, ça vient nous montrer que, disons que les variables confondantes qui auraient pu nuire aux associations, bien, disons, ils avaient un rôle très léger. L'association est forte. Et l'autre truc qu'il faut tenir en compte, c'est que dans le cas des adultes, on avait 11 indicateurs différents. Donc, des fois, quand on retrouve ça sur une petite association, sur un seul paramètre, disons que le drapeau rouge est moins élevé. Mais quand on retrouve ça de façon cohérente sur plein d'indicateurs, la satisfaction, l'efficacité personnelle, les indicateurs de santé mentale, les indicateurs de santé physique, là, ça nous montre qu'il y a un fardeau qui est là. Ça ne nous dit pas, dans le cadre d'une étude transversale comme celle-là, qu'il y a un lien de causalité. Ceci dit, il y a d'autres études qui ont commencé à montrer que pour certaines utilisations, on commençait à voir qu'il y avait des directionnalités dans les associations. Donc là-dessus, évidemment, ce que je dirais aux participants, c'est que ça va probablement dans les deux sens. Ça veut dire que moi, je peux être vulnérable, avoir peut-être une fragilité au niveau de mon estime de moi. Les écrans, c'est un refuge un peu qui me permettent de me protéger finalement de certaines interactions qui sont difficiles. Et là, finalement, l'écran continue à creuser cet écart-là. Donc, on est dans une dynamique finalement où on va regarder ça comme des déterminants. Hein? La cause n'est pas unique, c'est plutôt l'interaction entre mes caractéristiques individuelles, l'environnement et évidemment l'écran qui aussi, rappelons-le, il y a quand même de la mécanique, là, les gens qui mettent en place les jeux vidéo et les plateformes comme Facebook et tout ça, ils mettent des stratégies pour influencer nos comportements, pour qu'on consomme davantage de leurs produits, de leur écran, parce que eux, c'est avec ça qu'ils monétisent finalement le tout. Donc, dans le fond, c'est une réponse un peu complexe, mais pour dire que l'étude, elle ne montre pas, on ne peut pas démontrer causalité, mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble des connaissances, bien, je vous dirais qu'en ce moment, on est vraiment dans une relation, d'interrelation entre différents paramètres, qui est une approche de santé publique assez classique, en fait. Merci Jean-François. Je vous invite, Ginette et Mireille, à mettre les questions. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Mettez-les de côté. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Ce ne sera pas un problème. En fait, on va avoir une belle période de panel aussi avec les deux conférenciers. J'ai le souci de laisser autant de temps à notre autre conférencière pour qu'elle puisse faire sa présentation, avoir sa période de questions spécifiques. Alors, Jean-François, reste avec nous pour tout à l'heure. On va se revoir pour le panel. J'invite maintenant Julie Maillet pour sa présentation. Julie Maillet est la coordonnatrice de la campagne sociétale Pause de Capsana, dont la mission, en fait, de cette campagne-là, c'est de faire la promotion d'une utilisation équilibrée des écrans pour prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité en profitant en même temps des avantages de la techno. La campagne s'adresse aux jeunes adultes, aux ados et à leurs parents et elle est réalisée, oui, par Capsana, mais aussi par le secrétariat à la jeunesse et aussi en collaboration avec un comité d'experts et un réseau d'appui. De plus, en fait, Julie Maillet a offert pendant quelques années des activités de sensibilisation et de prévention
en dépendance à une clientèle adolescente et aussi de la formation à des intervenants d'équipe école dans les écoles secondaires de la grande région de Montréal. Julie, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ben, merci. Je te Merci cède de la m'avoir parole. invité. C'est à toi. Parfait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais commencer tout de suite par le partage d'écran. Et avant toute chose, je vais aussi remercier Jean-François qui, encore une fois, a fait une présentation qui était vraiment intéressante. Voilà. Jean-François qui est sur le comité d'experts de la campagne Pause, soit dit en passant, une des 5 personnes qui est sur notre comité d'experts. Donc oui, aujourd'hui, on va parler d'hyperconnectivité. Je vais vraiment faire un lien avec ce que Jean-François a parlé. Je vais être plus dans les pistes d'action, mais je trouve ça important de dire qu'effectivement, en période de pandémie, moi, j'ai développé un terme, je ne sais pas s'il existait avant. En tout cas, je me suis approprié ce terme-là, j'appelle ça la vigilance bienveillante. C'est-à-dire que je pense qu'en période de pandémie, c'est clair qu'on utilise beaucoup plus nos écrans que d'habitude. Et donc, il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans et d'avoir de la bienveillance à notre égard. Donc, oui, de la vigilance, mais en même temps de la bienveillance en comprenant que les écrans nous aident et nous apportent beaucoup dans notre vie, nous permettent de rester en contact avec nos amis, avec notre famille. Donc, c'est ça, vigilance, bienveillance en même temps. L'équilibre. Donc, pour nous, la campagne Pause, l'équilibre, c'est vraiment 3 notions. On parle ici de temps d'écran. Donc, Jean-François en a parlé effectivement à partir il y a vraiment des données qui sont très intéressantes. Quand on parle d'un temps intensif d'écran, effectivement, il y a des méfaits qui commencent à se faire ressentir dans la vie des gens. Donc, c'est une notion qui est importante. Donc, nous, on essaye au niveau de l'équilibre numérique, des saines habitudes de vie numérique, de diminuer le temps d'écran. Mais on regarde aussi beaucoup la qualité du contenu. Jean-François l'a abordé. Donc, la qualité du contenu. Qu'est-ce qu'on regarde sur nos écrans? Qu'est-ce qu'on fait sur nos écrans? Et on parle aussi de les regarder au bon moment. Il y a des moments qui sont plus adéquats que d'autres. Il y a quand même une étude qui avait été menée par Magali Dufour quelques années avant le début de la pandémie qui disait que 18% des adolescents seraient à risque de développer une problématique en lien avec les écrans, donc une utilisation problématique d'Internet ou ce qu'on appelle dans notre jargon UPI. Donc, faire de la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose de très important pour qu'on agisse avant que ça devienne une problématique. Puis, je vais aussi donner une petite statistique. C'est la première fois que je la donne en ligne, donc vous avez un scoop, si on peut dire ça comme ça. La campagne Pause, on a fait un défi de déconnexion le 22 novembre dernier où on invitait les 16-29 ans à relever une journée de déconnexion. Et suite à cette journée-là, on a envoyé un sondage aux participants. Presque 790 ont répondu et on leur demandait c'était quoi leur perception à eux sur leur utilisation des écrans. 36% ont dit que c'était une problématique, une petite problématique, mais un peu à la réponse. 36 ont répondu moyennement et 22 ont répondu beaucoup. Donc, on s'entend qu'eux sont très conscients qu'ils sont trop souvent sur leurs écrans. Ils le savent. Donc, il faut juste trouver des façons de les aider. Donc, Jean-François parlait de recommandations de temps d'écran. Effectivement, il y en existe. Donc, que ce soit la Société canadienne de pédiatrie ou que ce soit la Société canadienne de physiologie de l'exercice, ils nous ont donné des recommandations. Donc, c'est un repère. Donc, on parle de pas d'exposition aux écrans avant l'âge de 2 ans, moins d'1 heure d'écran pour les 2-5 ans et moins de 2 heures pour les 15-17. Moi, j'aurais envie de dire que pour les adultes, on pourrait essayer de viser le moins de 2 heures aussi, surtout quand on regarde les données de l'étude de la santé publique. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, parce que je vais aller dans les pistes d'action, la première chose à faire, c'est d'évaluer avec le jeune
Et on peut le faire aussi comme adulte, hein, certainement, qu'on soit intervenant, parent, qu'on ne soit pas intervenant, mais qu'on n'ait pas d'enfant, qu'on soit intéressé par ce sujet-là, le temps réel d'écran. Parce qu'effectivement, on est toujours connecté sans vraiment s'en rendre compte. On prend notre téléphone de façon automatique, on s'en sert, on le dépose, on le reprend. Et des fois, on n'a pas conscience du temps réel qu'on passe en ligne. Donc ça quand même, ça peut être un exercice à faire, soit en utilisant une application qu'on a téléchargée ou les paramètres de notre téléphone, ou encore si on fait de l'intervention avec des jeunes, qu'on a une inquiétude, bien, faire un journal de bord avec un jeune, c'est encore une pratique qui est très intéressante à faire. Ça va nous permettre aussi de voir chez le jeune ou l'adulte, est-ce qu'il y a des utilisations qui sont plus problématiques que d'autres? Donc oui, la personne passe du temps en ligne, mais est-ce qu'il y a des utilisations qu'elle utilise plus que d'autres? Est-ce que ces utilisations-là sont plus problématiques dans sa vie aux jeunes? Parce qu'on s'entend que le temps, ben, ce n'est pas extensible, hein? On a 24 heures dans notre journée. Et oui, il peut avoir des impacts sur la réussite scolaire. Moi, j'ai souvent entendu des jeunes me confier, quand je donnais des ateliers de prévention, ben moi, j'utilise mes écrans pour décompresser à la fin de ma journée. Puis finalement, j'ai été sur Netflix, j'ai été sur TikTok, j'ai fait telle chose avec mes écrans. Là, mais je me rends compte qu'il est 9h, 10h le soir, je n'ai pas fait mes travaux, je n'ai pas fait mes devoirs, donc je l'ai fait un peu rapidement ou je l'ai fait le lendemain matin dans l'autobus. Donc, le temps écran, c'est une donnée qu'on doit regarder pour voir si effectivement ça n'a pas un impact sur les travaux, sur la réussite scolaire, sur la motivation. D'autant plus que certains jeunes vivent de l'anxiété de performance. Ce n'est pas tous, bien évidemment, mais certains en vivent. Et donc, pour eux, la différence entre j'ai du plaisir en ligne, je suis en train de performer, j'ai répété ma chorégraphie pour la mettre sur TikTok ou j'ai fait partie d'une équipe dans mon jeu vidéo, je suis bon, je suis adéquat, versus j'ai des attentes ou je ressens ces attentes-là au niveau scolaire. Bien, des fois, la fuite peut prendre beaucoup de place parce que derrière les écrans, dans certaines applications, on se sent bon. Le jeune se sent bon. Le jeune se sent à la hauteur. Donc, voilà pour le temps écran. La deuxième chose qui est importante à regarder, donc on parlait du contenu, c'est de regarder le type de contenu que le jeune visionne. Nous, on le sépare en 3 catégories. On va parler de contenu de haute qualité, de qualité moyenne, ou encore on a ce qu'on appelle le type calories vides numérique. Je ne veux pas rentrer forcément là-dedans. On s'entend que quand on parle de haute qualité, on parle de contenu éducatif, de contenu qui est rassembleur. Type calories vides, ça serait peut-être de dire, je sais pas, je joue à Candy Crush pendant des heures et encore une fois, aucunement l'intention de juger les gens qui jouent à Candy Crush. Donc, l'idée, c'est de regarder quelle est la proportion du contenu qui est regardé. Est-ce qu'il y a principalement de la haute qualité, qualité moyenne? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit évaluer avec le jeune et de voir, est-ce que quand le jeune est trop souvent sur ses écrans, en fonction du contenu qu'il regarde, est-ce que c'est une fuite pour ce jeune-là ou c'est une distraction? Est-ce qu'il y a des émotions positives qui sont générées pendant l'utilisation ou après, ou est-ce que c'est des émotions négatives? Si l'écran est une distraction, OK, si ça devient une fuite, bien là, il faut aller approfondir plus en détail comme intervenant ou comme parent pour essayer de voir comment je peux pallier à cette fuite-là. Et par rapport aux émotions, moi, j'ai envie de vous partager une jeune fille qui ça m'avait frappée. Elle m'avait dit, moi, quand je vais sur les réseaux sociaux et que j'arrête, je me sens mal. Je sens que ma vie n'est pas aussi le fun que celle des autres. Je suis moins belle, moins fine, moins compétente. Et elle avait fait le choix de dire, bon, mais moi, j'arrête les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va le faire, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut évaluer avec le jeune, est-ce que ça l'aide
ou non? Est-ce qu'il y a des comptes de vedettes qui ne devraient plus suivre sur les réseaux sociaux? Donc, toutes ces questions-là sont à se poser par rapport au contenu qu'on regarde. Là, je parle des jeunes parce qu'on parle de réussite scolaire, mais évidemment, ça s'applique aux adultes. Et quand on parle des moments, les moments durant lesquels on utilise nos écrans peuvent être plus ou moins appropriés. Donc, encore une fois, ça peut nous couper des gens autour de nous, entre autres. Mais moi, je veux encore une fois revenir à la réussite scolaire. Beaucoup de jeunes vont nous le dire, et vous l'avez sûrement entendu, ah ben moi, je suis capable de faire plein de choses en même temps, ma concentration n'est pas affectée. Et pourtant, on sait très bien qu'une personne qui fait une tâche, donc un travail d'école, un devoir, et qu'il y a une notification qui apparaît ou qu'elle est dérangée, ça va lui prendre environ 23 minutes à revenir à sa tâche initiale. Donc, moi, c'est toujours quelque chose qui me surprenait quand les jeunes me disaient, ah ben moi, j'ai beaucoup trop de devoirs, ça me prend 1 heure et demie les faire. Et souvent, je dis, OK, ça te prend 1 heure et demie, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ah ben oui, mais c'est parce que moi, quand je fais mes devoirs, je regarde Netflix en même temps. OK? Ou moi, quand je fais mes devoirs, ben, je réponds à mes amis. Euh, donc, c'est aussi de voir avec eux, est-ce que les moments des écrans pendant lesquels ils utilisent leurs écrans sont adéquats ou non? Vous savez que 36% des adolescents vont regarder leur cellulaire au moins une fois dans la nuit. Donc ça, on parle de sommeil. Tantôt, Jean-François faisait des liens avec le sommeil et les écrans, mais ça, on parle d'un sommeil qui va être perturbé. Donc, il faut regarder ces moments-là. Entre autres, sortir le téléphone dans la chambre peut être, sortir le téléphone de la chambre peut être une option. Les réveils matins, ça peut encore se trouver, ça peut s'acheter et c'est correct. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et donc là, je vais vous donner quelques petits conseils, mais c'est sûr qu'en 20 minutes, c'est un survol. Donc, si jamais vous voulez d'autres idées que celles que je vais vous donner, je vais vous inviter à aller sur notre site Internet, posetonecran.com. Il y a des outils. Il y a une section aussi outils pour intervenants et il y a des conseils pour les parents. Dans ceux dont je vais vous parler, donc, c'est de réduire l'attrait des écrans. On sait, les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft de ce monde, il y a une machine en arrière d'eux. On est devenu un produit de consommation. Et si on ne veut pas être au service des technologies, mais que les technologies restent à notre service, il faut essayer de trouver des stratégies. Et donc, encore une fois, je vais vous en nommer quelques-unes, mais elles ne s'appliquent pas forcément à tout le monde. Donc, ça dépend de l'utilisation. Comme la première dont je vais vous parler, c'est éliminer les notifications pour justement arrêter cette distraction qui fait qu'on est happé, que les notifications soient visuelles ou sonores, qu'on est happé. Des fois, on tombe dans une espèce de vortex avec notre téléphone. Je peux même prendre mon exemple personnel. Moi, je suis une fille qui est sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'application de réseaux sociaux sur mon téléphone, ce qui m'oblige, si je veux y aller, à carrément aller sur mon portable. Donc, quand je suis à l'extérieur de la maison, oui, je peux passer par un moteur de recherche, mais tout ce qui peut retarder le moment, l'instantanéité du geste va nous aider. D'enlever les applications, comme je vous disais, qui sont accrocheuses. De désactiver les lectures automatiques, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Netflix ou les autres plateformes de streaming. En désactivant ça, ça nous donne un coup de main. Est-ce qu'on peut faire le geste de passer à l'épisode suivant? Oui, mais il y a un petit temps d'arrêt qui fait comme « Ah, OK, peut-être que je ne le regarderai pas ». Et réduire l'effet stimulant. C'est sûr que les écrans, ils ont plein de couleurs, tout est pensé, tout est réfléchi. Donc, d'aller dans ce qu'on appelle le mode Go Gray, qui fait que l'écran est en gris, va pouvoir nous aider. J'ai envie de vous parler des bonnes habitudes. Trouver un équilibre numérique, c'est relatif à chacun. Ça dépend de notre travail, ça dépend de si on est aux études ou pas, ça dépend de si on a un bon réseau autour de nous, d'amis, ça dépend de ce qu'on aime faire en ligne. Donc, il faut essayer de développer des saines habitudes de vie numérique et comme toutes les saines habitudes de vie,
bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comprendre des saines habitudes de vie alimentaire en lien avec l'activité physique, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et des fois, il peut y avoir un inconfort parce qu'on a développé l'automatisme de prendre notre téléphone et d'être connecté. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent en ce moment peuvent se reconnaître là-dedans. On attend en ligne à l'arrêt d'autobus, on attend au dépanneur et en ce moment, Dieu sait qu'on attend souvent parce qu'il y a des normes à respecter de distance et de nombre de personnes dans les magasins. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à prendre notre téléphone, à le regarder pour faire toutes sortes de choses sur notre téléphone. Donc, de développer des bonnes habitudes, ça peut être, par exemple, de dire, ben moi, je ne prends pas mon téléphone partout. Cette année, on a travaillé, cet été, Pause a travaillé en collaboration avec Tremplin Santé qui donne qui offre des activités de prévention à des animateurs de camps de vacances. Et ils ont relevé des défis de déconnexion dans leur camp d'été. Et un des défis qui, moi, me paraissait étrange parce que je ne suis pas de leur génération, c'était de les convaincre de ne pas avoir leur téléphone aux toilettes, quand ils allaient aux toilettes. Donc, ça peut aller jusque-là. Et donc, après, c'est de dire, bon, ben si en ce moment, c'est juste 15 minutes, je vais au dépanneur, je vais à l'épicerie, je vais marcher, j'ai un chien, je vais aller marcher avec mon chien, ben, je ne prends pas mon téléphone. Et on commence par des petits 15 minutes. Si je suis capable de faire plus, tant mieux. Si je suis capable de faire 1 heure, tant mieux. Mais c'est encore une fois d'essayer de développer ce réflexe-là, d'avoir notre téléphone partout et de répondre instantanément. C'est devenu quelque chose de... on a l'impression d'être une mauvaise personne si on ne répond pas tout de suite. Quand on a organisé notre défi de déconnexion auprès des jeunes adultes, ce qu'ils nous ont nommé aussi, c'est, moi, la chose la plus importante, c'est que je puisse dire à mon entourage que je ne serai pas connectée pendant une journée, sinon ils vont s'inquiéter de ce qui m'arrive. Et ça fait réfléchir quand même parce qu'on se dit, OK, ça veut dire que les autres attendent de nous qu'on réponde de façon systématique. Donc ça, c'est une habitude à désamorcer pour les jeunes comme pour les adultes, encore une fois. Et un bon truc, c'est de se justifier. Si quelqu'un nous dit, mettons, on est avec des amis, bon, en respectant les distances, le nombre, tout ça, où on est dans notre bulle familiale, on prend notre téléphone et on se justifie. Ah, je prends mon téléphone parce que. Et des fois, de nommer à haute voix, on va faire comme, OK, c'est peut-être pas si important que ça à ce moment-ci, c'est peut-être pas le bon moment. Et donc, je vous inviterais aussi à prendre des pauses simplement pour reposer notre cerveau, et puis, j'ai envie de dire aussi, au début de la pandémie, il y avait beaucoup, OK, bien, prendre des pauses d'écran, ça veut dire qu'il faut apprendre une 3e langue, il faut apprendre à faire du pain, il faut qu'on soit... C'est correct si on a d'autres champs d'intérêt, c'est correct d'apprendre à faire des choses, oui. En même temps, c'est aussi correct des fois de rien faire, de prendre du temps pour soi, de tomber dans la lune, d'utiliser notre imagination. Donc, de trouver cet équilibre-là entre quels sont les bons moments, le bon contenu. Je suis en interaction avec mes amis, c'est le fun, je suis sur mes écrans, j'aime ça. C'est important de garder un lien social, surtout en ce moment où les jeunes ont beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale, hein, se sentir isolé, exclu. Si on se met dans leur peau comme adolescent, on n'aurait pas aimé vivre la période qu'ils vivent en ce moment. Alors, comment parler à son jeune? Moi, j'ai envie de dire aux jeunes en général, j'ai envie de dire que la première des choses à faire, c'est de choisir un moment pour s'en parler. Et ça ne veut pas dire de dire, bon, OK, tel jour, telle heure, telle date, on va s'asseoir, on va en jaser. Des fois, c'est de prendre un prétexte. On a vu une publicité à la télé, on a vu un extrait dans un film, le documentaire sur Netflix en ce moment là, qui s'appelle... moi, j'ai le terme anglais social dilemma. Je pense que c'est derrière un écran de fumée ou quelque chose comme ça. On peut se servir d'un prétexte pour avancer une discussion. Il faut que les deux soient disponibles, ouverts à la discussion. Si votre jeune ou si le jeune est en train de jouer à un jeu vidéo qui est avec sa gang, puis que là, vous prenez la manette et puis vous lui dites « OK, ben là, on va commencer à en parler », bien, c'est sûr qu'il ne sera pas réceptif.
avoir une attitude de non-jugement. Des fois, il y a un fossé générationnel. On ne comprend pas toujours, comme adultes, les utilisations qui sont importantes pour eux. Donc, de dire, OK, moi, je suis à l'écoute. Mon Dieu, 1 minute. Moi, je suis à l'écoute. J'essaie de me mettre à sa place. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui est important pour lui. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Et on va, à ce moment-là, essayer de trouver des compromis. Il y a des choses pour les parents qui sont non négociables et d'exprimer ses craintes comme parent ou comme intervenant, d'expliquer ses inquiétudes. C'est sûr que c'est le rôle de l'intervenant et du parent. Les parents, certains intervenants en ont par rapport à certaines personnes, par rapport à certains jeunes. Et c'est normal d'exprimer ça. Et donc, c'est de dire, OK, bien, quel compromis moi je suis prêt à faire? Ça, c'est non négociable. Je suis désolée. Exemple, les repas en famille, pas d'écran. Pas d'écran dans la chambre à coucher parce que pour moi, c'est important que tu aies un bon sommeil pour que tu puisses performer à l'école, pour que ton cerveau, ton corps se régénère durant la nuit. Puis ça, bien, regarde, on va arriver à un terrain d'entente, on va négocier. Et moi, je vous dirais aussi, c'est important comme parent, comme adulte, de respecter les consignes qu'on donne à nos jeunes. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire, ben moi, à la maison, il y a comme 2 règlements. Il y a ceux que les parents me donnent, puis ceux qu'eux ont. Donc, oui, on peut avoir une urgence. Par exemple, je prends l'heure des repas à table. On peut avoir une urgence, ça se dit, regarde, ce soir, je sais que d'habitude, ce n'est pas d'écran à table, mais ce soir, regarde, j'ai vraiment une urgence et ça reste une exception. Parce qu'on ne peut pas demander à nos jeunes de faire quelque chose que nous-mêmes, on ne fait pas. Donc, encore une fois, on a de la bienveillance là-dedans et on participe en même temps que nos jeunes à cet effort-là. Et je vais finir très rapidement là-dessus. Si vous avez des jeunes pour lesquels vous vous inquiétez, encore une fois, moi, je ne fais pas de diagnostic ici en ce moment. Jean-François en a parlé du débat Internet. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, quand vous allez aller en ligne, vous tapez risque, R-I-S-Q, toxico, et vous allez tomber là-dessus. Donc, si vous observez, j'ai mis quelques signes qu'on peut observer. Si vous observez ça, que vous êtes inquiet pour votre enfant ou pour un jeune à l'école, bien, à ce moment-là, moi, je dis, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide professionnelle. Il y en existe, il y en a plein des ressources. Il ne faut pas se gêner. Donc, est-ce que le temps consacré aux écrans est vraiment de plus en plus élevé? Est-ce qu'il y a de l'isolement, de l'anxiété, de la culpabilité, une certaine honte, un sentiment de vide chez le jeune? Donc, je vous invite à observer, à dialoguer et puis aller chercher de l'aide aux besoins. Donc, voilà, c'était ça. Mon Dieu, ça passe. Vitesse grand V. C'est incroyable. Vite. Merci beaucoup, Julie. C'était très riche. Peut-être qu'on va avoir plein de compléments qu'on va pouvoir ajouter Oui. avec les questions. On a envie de passer aux questions juste pour être sûr de répondre aux attentes des participants. Ginette et Mireille, si vous avez des éléments, merci beaucoup. En plus de nous avoir permis d'avoir un scoop à cette présentation-là. Oui. C'est super intéressant. On aime ça, les scoops. Ginette et Mireille, est-ce qu'il y a des questions pour Julie spécifiquement? Oui, il y a des questions. Je ne sais pas, Mireille aussi, je crois qu'elle avait des questions, mais je vais commencer. En fait, il y a des gens qui se posaient la question, Julie, sur la capacité de se reconcentrer après une notification. Il y a des gens M. Guillemette, qui disait j'aimerais ça en savoir plus là-dessus. Mais il y avait aussi Noémie Roche qui disait est-ce que cette capacité-là a évolué? Donc, elle se demandait si la nouvelle génération a une meilleure capacité à, en bon français, switcher de l'un à l'autre. Intéressant. Je ne sais pas si les jeunes ont une plus grande capacité. Moi, l'étude dont j'avais vu les statistiques, ça ne faisait pas de comparatif. Donc, avant versus maintenant. Mais ça disait que c'était vraiment 23 minutes le temps que ça nous prenait à revenir à une tâche. Et donc, c'est pour ça que, oui, et c'est pour ça que moi, je conseille aux intervenants comme aux parents de dire, OK, votre jeune, il n'a pas le choix d'être sur les écrans quand il étudie. Mais c'est ça le problème, c'est que sur son écran, ou alors il y a carrément des notifications sur l'écran et sur le téléphone qui est à côté de lui. Ça, j'en ai pas parlé aussi, peut-être que je l'ai dit, les jeunes qui écoutent Netflix en même temps qu'ils étudient, là, ça aussi, c'est un fléau dans les écoles. Donc, pour revenir aux notifications, c'est de dire, OK, bien, quand tu étudies,
Non, le téléphone n'est pas à côté de toi. Et puis, tu enlèves les notifications de ton écran pour pouvoir te concentrer. Parce qu'effectivement, le 23 minutes, c'est long. Et c'est pour ça que ça leur prend 1h30 faire des devoirs au lieu de 30 minutes. Et que là, après, ils arrivent en disant, mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai autant de choses à faire comme travaux à la maison. Non, tu n'en as pas. Bien, ça se peut que tu en aies beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, oui, c'est vraiment d'éliminer ces notifications-là pour que la concentration reste sur une tâche. Le multitâche, on pense que notre cerveau peut le faire. Mais c'est une croyance erronée qu'on peut faire ça. C'est intéressant, puis c'est pas toujours évident de savoir est-ce qu'il y a plus de travaux demandés à l'école ou ça prend plus de temps parce qu'il y a des distractions ici et là. Ça devient vraiment pas évident, je pense, à faire le ménage là-dedans. Hein? Il y a peut-être un peu des deux, on le sait pas. Est-ce qu'on a d'autres questions, Ginette, Mireille? Oui, ben moi j'avais. Vas-y, Mireille, vas-y. Merci. Il y avait Drake Hellman qui a une question pour Julie. Il se demandait quand tu parles des contenus de qualité, considérant la richesse des contenus qui sont sur Internet, quand est-ce qu'un contenu de qualité peut aussi devenir de l'hyperconnectivité? Ben oui, parce qu'effectivement, mettons que le jeune est très intéressé par les documentaires. Exemple. Donc, c'est du contenu de qualité, c'est du contenu instructif, mais qu'il en regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. À ce moment-là, ben, on revient à ce dont Jean-François parlait, c'est qu'il est quand même plus de 4 heures sur son écran de loisir. Et donc, oui, finalement. C'est ça. Ça peut devenir une fuite. C'est pour ça que moi, je dis toujours, tout est fait avec modération. Là. Les écrans, ça fait pas exception. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on parle de modération avec les substances. C'est la même chose avec les écrans. Il faut trouver l'équilibre entre le contenu, le temps, les moments, puis me dire aussi, est-ce que le jeune a le temps de faire d'autres choses? J'ai déjà rencontré un jeune, il avait 12-13 ans, il passait beaucoup de temps derrière ses écrans. Lui, il voulait devenir développeur de jeux vidéo. C'était sa passion. Et il créait déjà des jeux à son jeune âge. Il adorait ça. YouTuber aussi, j'ai vu ça là, dans les questions. Il y en a qui veulent devenir YouTuber, passent beaucoup de temps à en consommer pour apprendre et tout ça. Mais en même temps, si à l'extérieur de ça, ben, je fais de l'activité physique, j'ai des saines habitudes de vie alimentaire, j'ai une belle relation avec mes amis, donc je suis en ligne avec mes amis. Bon, en ce moment, je le sais que c'est un petit peu compliqué, mais je suis aussi hors ligne avec mes amis. Ça va. Tu sais, c'est vraiment de trouver l'équilibre là-dedans et le parent, l'intervenant, peut aider peut aider le jeune à trouver cet équilibre-là. C'est intéressant, merci. On a d'autres questions. Peut-être une dernière pour Julie spécifiquement. Ensuite, on va demander à Jean-François de se joindre à nous pour poursuivre. Oui, moi, je voulais aussi en profiter pour annoncer le prochain webinaire, Christine, parce qu'il y avait des gens qui se posaient beaucoup de questions, entre autres Carole Maheu et Geneviève Fradette, qui se posaient des questions sur nos jeunes au cégep. Puisqu'ils sont, eux, seulement en virtuel, à l'école virtuelle, donc ils se demandaient si ces jeunes-là pouvaient ressentir des effets négatifs de l'hyperconnectivité. Mais en même temps, le 18 janvier, on va avoir un webinaire sur comment vont nos jeunes du cégep. Donc, je lance la question, mais je ne sais pas si Julie, tu as une piste déjà pour ces dames. Bien, écoutez, oui, c'est sûr que ça a un impact. On ne peut pas le nier. Nous, à la campagne Pause, on vient de finir une offensive publicitaire auprès des jeunes adultes, donc qui sont au cégep, dans les universités, dans les centres de formation professionnelle. Il y a un impact parce que qu'est-ce qu'on va chercher au cégep? Oui, c'est des connaissances, mais c'est de l'interaction, c'est des activités, c'est du social. Donc, d'être derrière toujours un écran coupé, c'est sûr que c'est un impact au niveau de l'humeur, au niveau de la motivation. On n'a pas ce lien-là qui se fait. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile, même au niveau physique. D'ailleurs, je suis certaine que tous les adultes en ce moment qui nous écoutent, d'être toujours en télétravail, on s'est rendu compte que ça avait un impact, d'être toujours derrière un écran versus une réunion. On est dans le cadre de porte, on va se prendre un café. Il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a moins de conversation informelle, hein, c'est ça. C'est ça. C'est difficile de reproduire ça, ce qu'on vit en présence. Ben c'est ça. On est tous tannés d'avoir un 5 à 7 en Zoom. Là. Ben, nos jeunes, ils sont tannés aussi
d'être toujours derrière un écran. Il y a toutes les personnes des équipes écoles à qui j'ai parlé, qui travaillent dans le milieu cégepien, universitaire, me l'ont dit. Nos jeunes trouvent ça difficile. Maintenant, le problème avec la pandémie, c'est qu'on est limité dans les actions qu'on peut faire. Donc, il faut essayer de les soutenir du mieux qu'on peut. Puis, ben, moi, mon rôle, c'est d'essayer de soutenir ces milieux-là du mieux que je peux. Mais oui, c'est difficile. J'inviterais Jean-François à se joindre à la conversation pour qu'on puisse poursuivre, en fait, tout le monde ensemble pour les autres questions. Alors, on continue tout simplement les questions des participants, puis je vous invite à interagir un ou l'autre avec des points de vue complémentaires selon ce que vous avez comme élément de réponse. Mireille, de ton côté, est-ce que tu aurais quelque chose? Oui, bien plutôt, il y avait une question pour Jean-François d'Alexandra Proulx qui se demandait si le trouble du jeu vidéo est un trouble en soi ou si ça peut être une manifestation d'un autre trouble, comme par exemple l'anxiété. Oui, en fait, deux volets de réponse. C'est que oui, ça peut être un trouble en soi. OK, parce que bon, quand on regarde les gens qui vont consulter, là, qui ont vraiment des problèmes, qui vont aller dans un centre en réadaptation, qui vont aller en thérapie, la grosse majorité, c'est des gens qui vont demander de l'aide et tout ça, c'est lié aux jeux vidéo. Ça, il y a des données cliniques là-dessus. Bon, dans une moindre mesure, on a des gens ça va être plutôt du côté des femmes, qui vont avoir un problème lié aux médias sociaux. Ce qu'on voit avec le jeu vidéo, c'est que c'est des choses qu'on a déjà remarquées dans une autre problématique que je connais bien, qui est le gambling, les jeux de hasard et d'argent, où vraiment la personne, c'est très, très immersif, les jeux vidéo. Et la personne va avoir une expérience très, très immersive, très, très stimulante. Et puis là, il va vraiment avoir la dopamine, finalement, le circuit de la récompense dans le cerveau va venir en compte. Et puis après, il va avoir comme ouf! Après avoir été stimulé comme ça, il y a vraiment même eu une adrénaline. Et donc, c'est une expérience. Et puis, évidemment, là, on tombe vraiment dans une dépendance sans substance. Donc, le trouble de jeu vidéo comme tel peut, de par sa structure, peut amener une personne qui a certaines caractéristiques, évidemment, là, et un intérêt pour ça, à avoir un réel problème de dépendance, là, à manquer de l'école, à mentir pour pouvoir jouer, bref, l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que quelqu'un qui est anxieux, après ça, on tombe dans les déterminants. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne, quand on parle d'anxiété, recherche de sensations fortes, impulsivité, c'est des traits des caractéristiques qui vont être qui vont nous amener peut-être à tomber dans le piège, à tomber dans cette interaction problématique-là. Et là, quand on parle de troubles de jeux vidéo, on n'est pas en train de parler de ce qui cause le trouble de jeux vidéo. Fait que le trouble de jeux vidéo est reconnu, va probablement l'être encore davantage. Davantage de connaissances vont être développées là-dessus, mais c'est le premier pan qui parle d'une réelle cyberdépendance. Le reste des fois, c'est pour ça que l'approche de l'hyperconnectivité est intéressante, parce que c'est souvent parce qu'on fait un paquet de choses et on développe des mauvaises habitudes et c'est ça qu'on essaie de gérer. Et on est rarement dans une réelle dynamique de dépendance. Comme on peut arrêter de manger du chocolat le soir, là, on ne ira pas se prostituer pour du chocolat, on va le faire pour de la cocaïne, de l'héroïne, puis on va voler ses broches pour du gambling. Pour du chocolat, ça me surprendrait. C'est un peu extrême, là, mais voilà. C'est sûr qu'on est vraiment en manque, je pense, d'expérience ces temps-ci. On ne voit plus Bon, il y a encore l'école, là, mais il y a comme une partie des étudiants qui ne vont plus à l'école de façon quotidienne. Et puis, on en a en télétravail. Donc, aller chez l'optométriste devient très excitant. Donc, les jeux vidéo peuvent aussi être très excitants ces temps-ci, effectivement, pour essayer de vivre quelque chose dans ce confinement-là. Ça ne doit pas être évident de gérer. Le réel problème, en fait, puis la réelle question, c'est qu'est-ce qui va rester après? C'est là que les efforts, parce que là, on comprend, il faut changer, il faut s'adapter, il y a moins d'opportunités. On est un peu plus slack, excusez l'expression, là, on est un peu plus, disons, tolérant par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Mais la réelle question, c'est qu'est-ce qui va rester après? Comment on va sortir de ça? Et c'est la question pour laquelle on n'a pas de réponse en ce moment, à laquelle on devra quand même faire face. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ginette? Oui,
Moi, j'ai essayé de faire un regroupement de questions, entre autres Julie Chaillé, M. Hernandez et non pas Alain Guillemette, excusez, là, Rim Boualeg, qui disait est-ce qu'il existe des outils pour les parents? Donc, soit des outils pour sensibiliser les parents. Est-ce qu'il y a des stratégies, comme stratégie auprès des parents, peut-on proposer à leurs jeunes de diversifier leurs activités? Euh, il y avait aussi, est-ce que de couper le temps d'écran est une solution aidante selon vous? Hmm. Peux-tu y aller, Julie? Ou, OK, non, ben, j'y vais. Oui, des suggestions pour les parents. Entre autres, là, pause, c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment d'aider les parents d'adolescents. Donc, sur le site, c'est pour ça qu'on met beaucoup, 2 fois par mois, il y a un nouveau billet de blog qui apparaît pour justement donner de l'information aux parents. Il y a une section qui s'appelle Rôle du parent où on explique comment être à l'écoute, comment en parler. On a des outils PDF aussi sur le site comme le pacte pause qui peut être signé entre le parent et l'enfant quand l'enfant, l'adolescent se procure son premier cellulaire. On a un guide famille aussi. Donc, oui, il y a des outils qui existent sur notre site. Il y en a plusieurs. Couper le temps d'écran, moi, je suis ambivalente. Ben, surtout en ce moment, je suis assez ambivalente par rapport à ça. Comme disait Jean-François, on est plus slack en ce moment parce que ça reste leur moyen de communication. Et moi, par expérience, là c'est l'intervenante qui parle, je dirais j'aime mieux avoir un jeune qui est peut-être un petit peu plus souvent sur ses écrans en ce moment, mais qui est en train au moins de socialiser que tout seul chez lui et qu'on lui impose des... Parce qu'on leur en impose déjà beaucoup. Va pas chez tes amis, va pas voir telle personne, va pas à l'école, va pas à tel magasin, va pas faire ci, tu peux pas faire ton sport. Donc, d'arriver en ce moment puis de dire, bon, ben ça, en plus, on te le coupe. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à dire quelles sont les concessions comme parent que je suis prêt à faire, quelles sont les concessions que non, ça ne marche pas, puis lesquelles dont on va parler ensemble, puis on va arriver à trouver un terrain d'entente. Mais je ne suis pas pour couper. J'ai déjà eu des parents extrêmes qui m'ont dit que moi, je trouve un peu extrême. Ils disent, moi, à 10 heures, je coupe le Wi-Fi dans la maison. L'enfant, il va aller sur le 3G. Là. Donc, les enfants ont beaucoup plus de connaissances techniques que leurs parents, souvent, pas tous, mais souvent. Et donc, ils vont trouver des stratégies pour, de toute façon, arriver à leur fin. Donc, je pense qu'il faut plus... Moi, je suis plus dans la bienveillance, dans l'empathie, dans dire qu'est-ce que ça t'apporte d'aller sur tes écrans. Puis, on va essayer de trouver des solutions alternatives si vraiment le temps d'écran est trop élevé. Il y avait une étude de Christelle Tardif-Grenier de l'Université du Québec en Outaouais, justement, qui disait que utiliser les jeunes en ce moment dans le contexte spécifique et le contexte actuel, là, qui est quand même pas super évident pour personne, qui utilisaient plus leur cellulaire était associé à moins de symptômes anxieux traumatiques. Probablement que c'est parce qu'ils avaient un peu plus accès à la socialisation, à leurs amis, donc ça pouvait quand même aider un peu. C'est pas facile de faire le ménage entre toutes ces informations-là quand on dit on essaie de faire attention, mais en même temps, ça a l'air d'aider, mais ça dépend du contexte, donc c'est un peu en ce moment là que c'est... Bien, moi, je pense qu'à ce moment-là, on revient au contenu qu'on regarde. Si le jeune est sur ses écrans parce qu'il est en train de texter avec ses amis, il est en train de jouer, il est en train de jouer à un jeu vidéo, puis avec sa gang en ligne, il a ses écouteurs, puis il parle avec ses amis, c'est une chose. À ce moment-là, on peut peut-être couper le temps d'écran, je ne sais pas, moi, de Candy Crush ou des vidéos de chat, puis dire, ben, regarde, oui, là, tu es avec tes amis, là, tu joues, oui, tu textes, mais ça, on va essayer de mettre la pédale douce sur ce type d'utilisation-là, puis viens, on va aller prendre l'air, on va faire autre chose, une autre activité hors ligne. J'avais encore quelques questions. Christine, est-ce que j'ai le temps? Oui, tout à fait. On a encore 10 minutes environ, un petit peu moins que 10 minutes. OK. Juste une petite précision pour Julie et Jean-François. Dans vos présentations, on parle qu'il y a des études. Si vous avez des hyperliens pour que les gens puissent aller consulter, les lire aussi, ces études-là, vos sites Internet, comme Julie aussi, on me pose des questions donc de pause. Justement, sur pause, on dit pause développe des outils pour les ados et les parents d'ados, mais est-ce qu'il y a des outils aussi pour le primaire? Parce que c'est souvent là aussi qu'on veut faire de la prévention. J'avais vu au niveau des 0-5 ans, il y avait des préoccupations. Bon, peut-être le temps d'écran est plus limité. Malheureusement, pas encore.
Moi, je pense que c'est une nécessité d'intervenir plus tôt. Mon expérience au niveau des écoles secondaires, c'est qu'il y a déjà des habitudes qui sont installées. Donc, je veux dire, la prévention, c'est essentiel. La sensibilisation est essentielle. Je suis beaucoup plus une fille de sensibilisation, de prévention que je ne suis pas dans le curatif. Moi, je suis vraiment là-dedans. Mais je pense qu'effectivement, on aimerait intervenir auprès des plus jeunes. C'est une question de temps. On se le souhaite parce que je pense qu'il y a une demande pour ça puis elle est importante. Ça va être de plus en plus nécessaire, Oui. j'imagine, hein, d'agir de plus en plus tôt parce que, bon, c'est quelque chose de progressif, tout ce qui nous arrive avec la Ouais. technologie, ça prend de plus en plus de place, j'ai l'impression. Ginette, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, je reviens un peu en arrière. Donc, Julie Dubé à 9h05. Donc, ça fait déjà très longtemps qu'il nous posait des questions. Si il existe des outils, des questionnaires d'auto-évaluation pour analyser son authentique avec des suggestions et propositions en fonction des réponses. Ça, parce que vous êtes allé sur un peu des caractéristiques, des inquiétudes, mais le jeune lui-même, s'il veut se faire une auto-évaluation, est-ce que ça existe? En fait, c'est sûr que si on approfondit en 15 minutes, là, si on approfondit quelque chose, c'est difficile de faire une couverture exhaustive. Ceci dit, le modèle que j'ai présenté, il est intéressant, il est utilisé quand même en prévention. Là, dans la présentation, le modèle dynamique des impacts préjudiciables des tics. Quel nom sympathique. C'est ça, dans le fond. Ça peut être intéressant parce que c'est une façon non stigmatisante. Je pense que la personne peut aller le voir. C'est dans la présentation carrément. C'est aussi publié dans le livre Sommes nous trop branchés, c'est Abnam Suissa, Jacob Abnam Suissa qui a écrit ce livre-là, mais j'ai écrit le chapitre 8 et c'est présenté là-dedans avec un peu plus de détails. Mais dans le fond, c'est d'amener vraiment la personne, puis avec des questions aussi qui étaient proposées dans le PowerPoint. La présentation était un petit peu vite, mais des questions qui sont plutôt d'ordre de créer le dialogue. Puis évidemment, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on peut utiliser ce modèle-là, mais c'est quoi les utilisations que tu fais? Hein? Puis après ça, d'amener, est-ce que les ressources, de conscientiser la personne sur les ressources que ces utilisations prennent. Puis là, on est dans la sensibilisation. C'est bien, là, même pour les gens qui n'ont pas de problème. Là, ça nous donne un cadre. Là, il y avait quelques questions qui sont suggérées. Il y a le débat Internet, évidemment, avec un score, puis tout le truc là, qui existe également. Donc, on a donné les liens, mais peut-être que ça pourra être réitéré un peu plus tard. Donc, ça, il y a des outils concrets là-dessus. Cependant, moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il existe, évidemment, il y a des livres qui sont en circulation aussi où on parle où on prend pour acquis la cyberdépendance. On n'en fait pas la promotion, mais le problème du siècle ou peu importe. Il y a un certain manque de nuances des fois où on va proposer les différentes grilles qui ont été développées par des psychologues un peu partout. Des fois, je dirais, moi, je ne recommanderais pas l'utilisation Bon, le débat Internet, je trouve que c'est correct. Les questions qu'on suggère, amener une réflexion, c'est correct. Mais sinon, il ne faut quand même pas avoir une nouvelle armée de cyberdépendants autodéclarés à partir d'outils, disons, qui n'ont pas été validés par l'expérience et par un consensus scientifique. Voilà. Merci. Mireille. Oui, en fait, dans le module conversé, on a des participants qui ont peut-être un élément de réponse à la personne qui cherchait des outils pour les plus jeunes. On dit que le CREP donne des conférences sur les écrans et les tout petits, puis qu'il y aurait peut-être aussi des contenus sur Abilo Média. Oui. Oui, Abilo Média, c'est vraiment un site très intéressant aussi. Ils ont beaucoup d'informations. C'est une très bonne ressource. Ils ont plusieurs ateliers et c'est vraiment assez bien répertorié en fonction de l'âge. Moi, ce n'est pas des outils que j'ai utilisés dans ma pratique, mais c'est un site qui est très, très complet. Donc oui, effectivement, ça serait une possibilité. Il y a sûrement des choses intéressantes. Merci. Ginette. Oui, peut-être une dernière question qui est peut-être un peu pointue, mais fort pertinente. Isabelle Savard qui se demandait si il existait des statistiques connues sur l'impact des tics sur les jeunes TSA, les troubles de spectre de l'autisme, parce qu'ils sont quand même très intéressés par la technologie et les écrans. On a eu beaucoup de questions lors des inscriptions pour...
ça? Écoutez, moi, j'en connais pas. Ouais. Moi, à ma connaissance, il est possible qu'il y ait quelque chose de ça. On fouille dans la littérature. On est effectivement dans très pointu. Mais encore ici, je pense qu'il y a des outils qui existent des fois pour les gens qui ont certains troubles précis. Et en fait, où les écrans vont être une solution également à ces problèmes-là. Donc, évidemment, on parle de quelle utilisation des écrans. Donc, voilà. Peut-être qu'il existe quelque chose à ce moment-ci, mais je ne connaîtrais pas les grands constats de ça. C'est un peu pointu, effectivement. Mm. Vous avez beaucoup de préoccupations des participants au niveau de toutes sortes d'effets que peuvent avoir les écrans sur les jeunes quand que ce temps-là est vraiment prolongé, soit sur le cerveau, l'inattention, la vision, l'épuisement, la désensibilisation à la sexualité ou à la violence, les saines habitudes de vie, sommeil, activité physique. On va avoir certains webinaires là, en 2021 qui vont parler de ces aspects-là. De votre côté, est-ce qu'il y a des éléments qui vous viennent à l'esprit de vos connaissances, savoirs que vous aimeriez partager, vraiment les effets d'une exposition prolongée ou... je pense que ce qu'on a présenté comme statistique, ça touchait tout le volet psychosocial, ça montrait quand même qu'il y avait, on est plutôt dans les associations, mais comme je disais, elles sont fortes, ces associations-là. Certaines études montrent quand même qu'il y a quand même des fois, c'est sûr que les études qui tentent de montrer un lien de causalité, des fois, c'est beaucoup de travail pour en arriver à ça, mais on montre une directionnalité sur le développement des jeunes, notamment. Un peu, évidemment, si on passe beaucoup de temps sur les écrans, peu importe ce qu'en disent les études, c'est clair que on fait quelque chose au détriment de quelque chose d'autre également. Pour les yeux, effectivement, là, il y a des revues de littérature qui sont plus poussées sur les impacts qui sont documentés. Là, il y en a une qui a été faite par même l'UNICEF ou l'OCDE. Alors, bref, il y a des revues de littérature sur des effets un peu plus physiques, également pointus, mais les connaissances commencent à s'accumuler là-dessus. Mais encore une fois, le consensus est que les effets sont lorsque l'utilisation est intensive. Et moi, le message là-dedans, c'est qu'il ne faut pas démoniser les écrans, il faut reconnaître tout le bien-être que ça a. Et même dans le contexte de la pandémie actuellement, même pour la santé mentale des jeunes, je suis certain qu'on ne pourra peut-être pas le démontrer là avec des études, mais qu'à certains égards, probablement que ça a pu, dans certains cas, être aidant dans le contexte de grande anxiété qu'on traverse actuellement. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Ouais, moi, j'abonde dans le même sens. Puis au niveau physique, effectivement, comme je disais, le temps n'est pas extensible. On a 24 heures dans une journée. Donc, si on est 4-5 heures derrière notre écran, à un moment donné, oui, on va manquer de temps pour faire de l'activité physique, on va manquer de temps pour bien manger, on va, oui, des problèmes de vision, des problèmes de posture. En tout cas, un des métiers d'avenir, c'est fort probablement ostéopathe, chiro ou autre. Je pense qu'ils vont avoir du travail. Mais c'est ça. Moi, j'abonde vraiment dans le même sens que Jean-François. Merci vraiment beaucoup. Belle présentation, belle interaction. Je pense qu'on a réussi à répondre à plusieurs questions des participants. J'espère qu'on a fait un beau tour. Alors, ça va être, je conclus. On est rendu déjà à la conclusion de l'événement d'aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous de ce sujet hyper important, qui est très préoccupant pour beaucoup de monde parce qu'on est tous devant nos écrans tout le temps, dont en ce moment. Je répète en fait que les présentations PowerPoint et le webinaire est enregistré. Tout va être disponible sur le site internet réseau-réussite-montréal.ca. Un courriel va vous être envoyé avec le dossier complet pour l'ensemble des documents qui ont été présentés. On vous invite, lors de ce courriel-là, où on va vous envoyer le matériel, de répondre en grand nombre à l'évaluation. On veut vraiment être au courant de vos attentes, si on a répondu à vos attentes, à vos questions et à vos besoins. On veut améliorer toujours la formule et essayer de vérifier si vous êtes déjà inscrit à nos listes de diffusion pour être au courant des autres webinaires qui vont avoir lieu en 2021. On en a plusieurs de prévus avec des sujets vraiment intéressants. Le 18 janvier, on a déjà un webinaire de prévu à 10 heures. On a déjà 118 inscriptions. Il circule déjà en ce moment, ce webinaire. Et ça va être, comme le disait Ginette, sur comment vont les étudiants qui ont débuté le cégep cet automne. On va avoir la perspective d'une gestionnaire en fait, d'un cégep. Ça va être assez intéressant. Perspective aussi d'un enseignant en ce moment, parce que là, ils doivent être en mode hybride, asynchrone, tout ça. Donc, c'est assez complexe. Continuer d'être aussi dynamique que d'habitude. Ça ne doit pas être évident. Beaucoup de défis.
Et aussi deux jeunes deux étudiantes, en fait, de la Fédération des étudiantes, des étudiants et étudiantes collégiales du Québec. Ils vont nous amener des données en lien avec leur rapport alarmant qu'ils ont publié en novembre dernier. Alors, ça va être assez intéressant de voir parce que c'est sûr, on le sait, au niveau des étudiants du Cégep, il peut y avoir plusieurs défis qui sont vécus ces temps-ci. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous, si nombreux, pour cet événement-là. Faites attention à vous et en fait, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.